Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Études africaines. Dirigée par Denis Prienne et son équipe. Forte de plus de 1000 titres publiés à ce jour, la collection Études africaines fait peau neuve. Elle présentera toujours les essais généraux qui ont fait son succès, mais se déclinera désormais également par séries thématiques, droit, économie, politique, sociologie, etc. Dernière parution. Debo Munayeno Muvova et Didier Pidikamukawa, Covid-19 au Congo-Kinshasa, représentation sociale et gestion publique au cœur d'une crise sanitaire, 2021. Safiatou Diallo, politique de santé en Guinée, de la colonisation au début du XXIe siècle, 2021. Gaptia Lawankatiellou, Vieri Tarchiani et Maurizio Tiepolo dire Risques et adaptation climatique dans la région de Dosso au Niger, 2021. Joël Ipar à Motema, Maladie et quête de santé en République démocratique du Congo, 2021. Julien IRUMUAGOZIAKARIO, Spiritualité logo au contact de la colonisation, 2021. NIAMKEYKOFFI, la notion de système philosophique. Spinoza et Nietzsche, 2021. Mylène Danglades, Babou Diène et Denis Hassan Diouf dire L'esclavage en mots et en images, 2021. Benjamin Kagin Asenga, quelle protection pour les enfants déplacés et réfugiés non accompagnés en République démocratique du Congo, 2021. Christian Roche, les pionniers des indépendances africaines face à leur destin. Colonie française d'Afrique noire et territoire de l'océan Indien, 2021. Emmanuel Kabongo Malou, la critique de la raison scientifique égypto-africaine chez Cheikh Anta Diop, 2021. NIAMKEYKOFFI, philosophie, culture et développement. De l'esthétique nègre à l'impensé philosophique des langues, 2021. Amadou Lamine Ndiaye, Julius Nyerere et l'édification d'une nation africaine. Ouramaha, Panafricanisme et socialisme, 2021. César Mawanzindombe, Jean-Marc Ella. L'humanisme de la raison critique au cœur d'une pensée politique, 2021. Mustapha Soumaoro dire Agriculture, pêche et développement local en Afrique subsaharienne, 2021. Simon Ngono, Médias audiovisuels et tolérance administrative au Cameroun. Enjeux communicationnels et logique d'acteurs, 2021. Remerciements. La réalisation de cet ouvrage n'aurait pas été possible sans le concours et le soutien de plusieurs personnes. D'abord, nous tenons à remercier les éditions L'Harmattan et particulièrement à Bachir Colli, chargé de la fabrication matérielle de l'ouvrage. Ensuite, il nous tient à cœur de remercier tous les participants à ce workshop, ainsi que les équipes organisationnelles, le comité scientifique, le secrétariat et nos amis de l'association Tiers-Monde et de l'Université de Luxembourg. C'est grâce à leur implication, chacun dans son rôle, que nous avons eu de bons travaux, alimentés par des interventions diverses qui ont enrichi les dernières versions recueillies. Aussi, remercions-nous les auteurs des différents chapitres pour la confiance et la longue attente qui se concrétise aujourd'hui par la publication de ce bel ouvrage. Les remerciements institutionnels vont à l'endroit de Monsieur le recteur de l'Université de Tchang, Professeur Roger-Antoine Pépin TSAF ACKNANFOSSO qui a facilité l'organisation des journées ATM et accepté d'écrire la préface. Nos remerciements à Monsieur le recteur de l'Université de Yaoundé 2 Professeur Adolphe Nkoachi qui a autorisé le financement partiel des coûts de fabrication de l'ouvrage. Nous remercions le ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire chargé de la planification, M. Paul Tasong d'avoir produit et signé la postface de cet ouvrage. Enfin, nos chaleureux remerciements vont à l'endroit de nos jeunes collègues Parfait Ango ESSAMA, François Colin BOUHEM, Elvis Chaudet Z2, Mathilde Marthe NOUGA, Briska MGUIA, Parfait KANSEAENOGO, Esther KIPOHMPETLE, Louis de Berquin EYIKEM Bongo,
Florence Blanche Limy, Isel Flora Malaka UETE, Dieudonné Michel MIGNA MISSI, Larissa NAWO, Mermoz Omer NSOGA NSOGA, OMANG OMBOL OMESSONO et Jacques Simonson pour leurs précieux conseils et leur indéfectible soutien pour la lecture avisée. Préface. Les professeurs Désiré AVOM et Bruno Emmanuel ONGONKOA nous proposent une opportune réflexion collective sur la pertinence des politiques publiques de développement dans les pays d'Afrique subsaharienne. Cet ouvrage offre une occasion d'autant plus opportune que l'Afrique reste encore l'une des rares régions du monde où les potentiels énergétiques, humains et économiques n'ont pas encore été exploités à un niveau critique. De la valorisation de cette réserve de potentiel jaillira le saut qualitatif tant attendu du continent. Mais la réalisation d'un tel saut, qui se veut aussi quantitatif, nécessite des choix idoines dans tous les domaines. Dans ce contexte, des politiques économiques pertinentes devraient être conçues, élaborées et pilotées efficacement dans une perspective de très long terme pour structurer profondément et durablement le développement des pays africains. Le retard de développement de l'Afrique, qui demeure une énigme pour la pensée économique, apparaît comme une source de questionnement. Une révolte scientifique permanente mérite donc d'être menée, d'abord et avant tout par les Africains eux-mêmes. Avec une approche globale et intégrée recourant à des contributions plurielles et croisées, la gestation de l'ouvrage a commencé par la co-organisation en janvier 2018 d'un workshop international en économie du développement par la Faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université de Tchang au Cameroun et l'association Tiers-Monde. Sa structure actuelle est le fruit d'une sélection rigoureuse des meilleures contributions et respecte le pari de la diversité des auteurs, africains et européens, garant du caractère objectif des analyses. L'ouverture d'une telle réflexion à l'expérience des chercheurs non africains permet de dépouiller la conception des politiques développementistes de tout préjugé et de tout parti pris, afin que seul ne prévalent la froideur et l'esprit logique du raisonnement scientifique. La production de cet ouvrage arrive à point nommé dans un environnement marqué par des chocs violents qui menacent permanemment les mécanismes de résilience et contribuent à la rupture brutale des équilibres macroéconomiques difficilement conquis. En posant sans complaisance un diagnostic des politiques publiques africaines et en formulant des recommandations adéquates, cet ouvrage est une manifestation palpable de l'une des missions fondamentales de l'université, qui est d'éclairer la décision publique. Dans cet ouvrage, certains domaines névralgiques pour le développement de l'Afrique sont analysés. Ainsi en est-il des politiques d'éducation, de santé ou d'emploi pour lesquelles il n'est point besoin de rappeler qu'une intervention efficace des autorités dans ces domaines, non seulement permet d'assurer de manière endogène un sentier de croissance soutenable, mais bien plus, garantit l'inclusivité des autres politiques et de leurs retombées. L'efficacité de ces politiques favorise ainsi l'amenuisement des inégalités, le renforcement de la lutte contre la pauvreté et l'autonomisation des couches défavorisées. Dans la même veine, les politiques agricoles et environnementales, ainsi que la qualité de la gouvernance sont questionnées, et quelques riches orientations proposées. Si le secteur primaire en général et agricole en particulier est le poumon de la plupart des économies d'Afrique subsaharienne, il devient impérieux d'exploiter désormais tout avantage comparatif, révélé ou potentiel, dans ce secteur. Pour ce faire, une réflexion sérieuse et permanente doit être approfondie pour arrimer dans le moyen terme l'appareil productif du secteur agricole aux besoins de l'heure. À cet effet, des investissements permettant de passer effectivement à une agriculture de deuxième génération sont nécessaires. Cette approche doit être réalisée dans le cadre d'une stratégie globale qui projette l'émergence d'un secteur industriel compétitif, gage d'une transformation structurelle garante d'une montée en gamme significative dans les chaînes de valeur mondiales. Les politiques publiques africaines doivent également s'insérer dans une perspective de durabilité environnementale. C'est aussi là l'un des mérites de cet ouvrage, pour avoir étudié ces politiques qui doivent préserver les grands équilibres environnementaux et préserver les générations futures, à travers une gestion altruiste et intergénérationnelle des ressources disponibles. À cet effet, elles devraient anticiper des espaces urbains intelligents, assainis et de moins en moins énergivores, au regard du caractère non renouvelable de certaines sources d'énergie.
Il est à espérer qu'à la suite de cet ouvrage, ce constat débouche sur une réflexion profonde et minutieuse sur la problématique de la transition énergétique dans le continent. Par ailleurs, il ressort des analyses que l'efficacité des politiques publiques en Afrique subsaharienne sera garantie uniquement par une gouvernance d'autant plus de meilleure qualité qu'elle devrait être combinée aux infrastructures de bonne qualité, durables, efficaces et interconnectées. Pour ce faire, il faudra compter sur la mise en place des institutions inclusives, c'est-à-dire des institutions issues sur la base d'un consensus minimum, conçues par les hommes pour structurer de manière optimale leurs différentes interactions. Au regard de la pluralité des thématiques disséquées, l'ouvrage Pertinence des politiques publiques de développement dans les pays d'Afrique subsaharienne se présente comme une boussole pour les décideurs africains. Il dresse froidement le diagnostic de certaines politiques publiques, analyse leur contenu, évalue leur pertinence et esquisse des recommandations pour améliorer durablement la situation. Il devrait par ailleurs être appréhendé non pas comme une panacée, mais plutôt comme un point d'entrée qui balise le chemin d'un raisonnement plus poussé et articulé sur les politiques économiques abordées, mais aussi sur celles qui ne l'ont pas été. Professeur Roger-Antoine Pépin TSAFACKNANFOSSO, recteur de l'Université de Tchang. Avant-propos, Association Tiers-Monde. L'association Tiers-Monde, ATM, a été fondée en 1974 par François Péroux, professeur au Collège de France. Elle rassemble des chercheurs, enseignants-chercheurs et praticiens actifs sur le champ du développement des nations. L'association a pour objet de promouvoir toute étude et recherche relative aux problèmes culturels, économiques, sociaux, financiers, juridiques ou autres que posent les pays en développement. Depuis 1985, elle organise annuellement des journées sur le développement. Jusqu'en 1996, ces journées internationales s'adressaient prioritairement aux jeunes chercheurs. Depuis 1997, elles ont pris la forme d'un colloque, organisé en France ou à l'étranger, Bruxelles, Marrakech, Fribourg, Saint-Louis du Sénégal, Luxembourg, Mons, Tunis, et rassemblant entre 100 et 200 communicants sur une thématique relative au développement dans une approche pluridisciplinaire. Les 36e journées de Rennes se sont tenues les 26 et 27 mai 2021, en visioconférence, sur le thème « Croissance, développement et inégalité ». Un développement de plus en plus inégal. Les 37e journées sont programmées à Brest, du 23 au 25 mai 2022 sur le thème « Mondialisation, développement et vulnérabilité des espaces maritimes et côtiers ». À la suite de ces journées, l'association a publié une quarantaine de dossiers thématiques dans la revue Monde en développement et d'autres revues, 9 ouvrages. Quels acteurs pour quel développement ? L'État, acteur du développement. L'intégration de l'Afrique dans l'économie mondiale. Dynamique des sociétés civiles en économie ouverte, mobilité et soutenabilité du développement. Et 35 cahiers ATM présentant une sélection des actes de ces journées. En janvier 2018, l'association Tiers-Monde a organisé un premier workshop en économie du développement sur les politiques publiques en Afrique, au Cameroun, en partenariat avec les universités de Tchang et du Luxembourg. En mars 2019, un second workshop sur la même thématique s'est tenu en Côte d'Ivoire, en partenariat avec l'université Alassane Ouattara de Bouaké et le Centre for Research in Economics and Management de l'Université du Luxembourg. Un troisième workshop en économie du développement, programmé à l'Université de Brazzaville, en République du Congo, en 2020, a été reporté par suite de la pandémie. Depuis janvier 2021, un webinaire mensuel est proposé par l'association Tiers-Monde et la revue Monde en développement à leurs membres et aux chercheurs en proximité. Les sujets abordés ont été les suivants. La transition énergétique en Chine, quelle présence chinoise en Afrique ? La gestion de l'eau dans les pays en développement, gouvernance des chaînes d'approvisionnement en minerais, la microfinance face aux crises systémiques du type Covid. Par ailleurs, l'association publie chaque année un ou plusieurs numéros du bulletin ATM Contact. Ceux-ci, comme les cahiers de l'association depuis 2008, sont accessibles, ainsi que les informations sur les activités de l'association sur le site de Monde en Développement à l'adresse http://www
www.mondesenddeveloppement.eu/page/association-tiers-monde. Hubert Gérardin, président. Introduction. Désiré AVOM et Bruno Emmanuel ONG-ONKOA. La publication de cet ouvrage collectif apparaît au moment où le monde traverse la résurgence de la troisième vague de la pandémie à coronavirus, dont l'apparition depuis la fin de l'année 2019 n'a cessé de mettre à l'épreuve les politiques publiques des pays. Parmi celles-ci, les politiques publiques de santé sont au cœur de la riposte. La gestion de la pandémie, les cas de contamination, les cas de décès et les problématiques du vaccin tant recherché mais immédiatement redouté du fait des points de vue polémiques, interpellent tous les gouvernements. Ces 2 dernières années, les politiques de développement contenues dans les Objectifs de développement durable (ODD) se sont consacrées à une autre orientation, celle de l'action immédiate. C'est pour rendre compte de l'état de développement et surtout de la prise en compte des décisions politico-économiques par les dirigeants des pays africains, que le workshop international en économie du développement sur le thème « Pertinence des politiques publiques de développement dans les pays d'Afrique subsaharienne » qu'organisé par l'Université de Tchang et l'Association Tiers-Monde du 29 au 30 janvier 2018, prend tout son sens. Quelques années après la tenue de ces grandes assises, le débat reste vif. La préoccupation importante et le désir de l'amélioration des conditions de vie des populations impulsées par des politiques publiques efficaces permettent de souligner à grands traits le rôle des acteurs publics et privés. Cet ouvrage rassemble 9 contributions parmi les plus représentatives et sont contenues dans 2 parties. Elles abordent plusieurs problématiques de développement: l'emploi, l'éducation, la santé, l'environnement et la gouvernance. Regroupés autour de 2 parties, les articles questionnent aussi bien les décideurs publics que les acteurs individuels sur le terrain. Il s'agit en effet d'un savant alliage entre les politiques macroéconomiques du développement et les politiques microéconomiques. Ces articles se veulent un témoignage de la richesse et de la qualité des interventions des présentateurs et des participants à ce workshop. 4 principales questions peuvent orienter la ligne éditoriale de cet ouvrage. Premièrement, il est opportun de se demander: les politiques publiques de développement accélèrent-elles l'emploi des jeunes? Pourquoi l'éducation et la santé sont-elles des cibles privilégiées pour un développement harmonieux et sur le long terme des populations? Pourquoi la gouvernance occupe-t-elle une place prépondérante dans la mise en œuvre des politiques publiques? Qu'en est-il des préoccupations environnementales? La première partie de l'ouvrage, intitulée Transformation économique, santé, éducation et emploi, propose successivement 4 chapitres dont la préoccupation majeure est la pertinence des politiques publiques de développement dans des secteurs précis: la transformation économique, la santé, l'éducation et l'emploi. Ainsi, Désiré AVOM et Bruno Emmanuel ONG-ONKOA abordent la contribution des politiques publiques à la transformation industrielle mesurée par la valeur ajoutée manufacturière en Afrique subsaharienne, AS, entre 1970 et 2016. L'accent est mis sur les politiques publiques d'éducation, d'infrastructure et d'investissement public. Les faits stylisés témoignent de ce qu'en 2017, l'emploi industriel ne dépasse pas 11,01%. Il est plus élevé dans le secteur agricole, 54,86%, suivi du secteur des services, 34,12%. Aussi, les filières des sciences sociales, éducation, sciences humaines, de gestion et de droit sont très sollicitées par les étudiants, 44%, contre 4% seulement en ingénierie, industrie et construction. Ce qui justifie l'inadéquation entre la formation et l'emploi. En appliquant la méthode des doubles moindres carrés, 2 mégacoulomb, les résultats montrent que les politiques publiques identifiées ont globalement eu un impact positif et significatif sur l'industrialisation de l'ASS. Mamadou Camara, quant à lui, s'intéresse à la soutenabilité de la nouvelle politique de santé visant l'assurance maladie obligatoire au Mali. En effet, la loi numéro 09-015 du 26 juin 2009 portant institution du régime d'assurance maladie obligatoire AMO matérialise l'ambition des autorités publiques du Mali de promouvoir l'accès aux soins de qualité à un coût raisonnable, pour une grande proportion de la population. Avant l'avènement de cette politique novatrice,
Les réalités du système précédent étaient à l'origine des soins de mauvaise qualité ou de leur absence, faute de moyens financiers adéquats. Une triste réalité était que les ménages n'ayant pas un revenu conséquent ne pouvaient pas subvenir aux dépenses nécessaires permettant de couvrir les frais liés aux soins adaptés à leur maladie. L'AMO constitue un axe majeur de la stratégie nationale de développement, capable de rendre la croissance économique inclusive. Cependant, l'auteur constate l'existence de plusieurs contraintes internes et externes qui limitent l'accès aux soins de santé pour les personnes économiquement fragiles, malgré la volonté des différents acteurs. Ce qui a des impacts négatifs à la fois sur la cohésion sociale et sur l'efficacité économique. En analysant la problématique de l'inclusivité de l'éducation au Cameroun, Paul Ningay et Eric Brice Ngatsi-Fosso questionnent les récentes politiques publiques en vue d'améliorer l'accessibilité à l'éducation de base au Cameroun. Deux objectifs sont poursuivis par les autorités en charge de l'éducation de base. Premièrement, évaluer les politiques de ciblage des groupes de jeunes sous-scolarisés de manière à rendre plus dynamique l'éducation inclusive. Deuxièmement, évaluer les politiques de ciblage des ménages monétairement pauvres, et dont l'inclusivité de l'éducation serait une réelle opportunité pour l'achèvement du cycle primaire. En s'inspirant des mesures de l'inclusivité de la croissance économique, les auteurs montrent que l'indice d'équité d'opportunité, IEO, est plus élevé en 2001, comparé aux années 2007 ou 2014, traduisant ainsi qu'au fil du temps, les enfants des familles pauvres éprouvent de plus en plus de difficultés à accéder à l'éducation de base. En complémentarité aux analyses précédentes, Bernard Ngekung étudie empiriquement la contribution des politiques publiques à l'insertion professionnelle des jeunes au Cameroun. Les auteurs font recours au modèle Logit dichotomique pour spécifier notre équation d'emploi. En appliquant la méthode du maximum de vraisemblance, ils trouvent que 1. La majorité des jeunes Camerounais accèdent à l'emploi par leurs efforts personnels. 2. Ceux qui sollicitent les facilités offertes par l'État ont peu de chances d'être satisfaits. 3. Les jeunes qui souhaitent s'auto-employer n'ont pas de formation adéquate et les soutiens techniques et financiers qui leur sont proposés par le gouvernement sont insuffisants. La deuxième partie, dont le titre est aussi révélateur, porte sur agriculture, environnement et gouvernance. Elle regroupe 5 chapitres ayant particulièrement étudié le système de gouvernance des politiques publiques de développement. Cette analyse est complétée par la prise en compte des politiques sectorielles agricoles, extractives et environnementales. Dans un premier chapitre, Bertinelli Luisito, Arnaud Bourguin et Zanaj Skerdilajda analysent empiriquement les effets des changements fiscaux sur les bénéfices des entreprises dans les industries extractives pour 21 pays d'Afrique subsaharienne sur la période allant de 2007 à 2018. Les auteurs utilisent la base de données Mining Intelligence pour constituer un panel de données individuelles annuelles, à partir d'une base de données de 363 mines d'or. Ils obtiennent une relation inverse entre la variation du taux d'imposition des deux instruments fiscaux et le profit des entreprises. Leurs résultats illustrent le rôle crucial des coûts des facteurs. Lardon Sylvie Tankam Chloé, Guillaume Fongang et Hervé Tchécoté mettent une emphase sur les conditions d'une politique de développement d'une agriculture durable dans la commune de Nkonzem dans la région de l'Ouest au Cameroun. Cet article montre de quelle manière la décentralisation des politiques publiques peut être une solution à la problématique de l'agriculture de seconde génération. En réalisant une étude de terrain en mai 2017 dans la commune de Nkonzem, à proximité de la ville de Tchang, l'équipe pluridisciplinaire composée d'économistes, de géographes, de politistes, de sociologues et d'agronomes a déployé une méthodologie originale nommée Jeu de territoire. Il montre que les perceptions des acteurs d'une agriculture durable enrichissent la dichotomie habituelle entre un modèle d'agriculture intensive versus un modèle d'agriculture alternative. Les enjeux pour les agriculteurs et les organismes d'accompagnement dépassent le cadre conceptuel d'un développement durable basé sur les 3 piliers économiques, social et environnemental. Ces enjeux, intégrés, interpellent les politiques publiques vers une intervention davantage transversale que sectorielle. C'est également pour apprécier l'efficience des politiques publiques dans le secteur privé au Cameroun que Daniel GBT-Ncom met un accent particulier sur la corruption. Il souligne que la corruption a généralement un impact négatif sur les coûts et les décisions au niveau de l'entreprise.
Elle constitue un obstacle important à l'entrée sur le marché, accroît l'incertitude qui entrave les investissements à long terme et en capital fixe et limite la croissance et la productivité. L'auteur exploite les données sur la corruption provenant d'indices de perception et explique la corruption en fonction de l'environnement politique et institutionnel des pays. Il conclut que la taille des entreprises, le niveau des ventes, l'implication des entreprises dans le commerce, leurs interactions avec les services publics et leur localisation sont les principaux déterminants des extractions de pots de vin. Mais il trouve également que les entreprises plus anciennes et les entreprises à capitaux étrangers sont moins susceptibles de verser des pots de vin. Les paiements informels constituent en dernier ressort une justification importante des actes de corruption au sein des entreprises nationales. D'une manière large, Bobo Amadou et Adalbert Abraham Guillain Melingui Bate examinent non seulement le problème de corruption, mais le caractère opportuniste des dirigeants politiques et leur choix de politique budgétaire en Afrique subsaharienne. En effet, selon les travaux de Nordos, 1975, le désir de se faire réélire modifie la façon dont les dirigeants prennent leurs décisions de politiques économiques, ce qui conduit au cycle politico-économique, CPE. En faisant recours à la méthode des moments généralisés, MMG, les auteurs montrent que l'approche et la tenue des élections présidentielles en AS se caractérisent par la hausse des dépenses publiques, la baisse des recettes fiscales et l'aggravation des déficits budgétaires. Aussi, les élections affectent-elles, notamment les dépenses publiques de consommation finale et les dépenses publiques de santé. Enfin, la démocratie et la lutte contre la corruption atténuent significativement l'effet des élections sur les politiques budgétaires, alors que la fragmentation ethnique a des effets inverses. Les dirigeants des pays d'Afrique subsaharienne doivent définir des politiques de plus en plus consensuelles avec les populations dans un souci de relance économique et d'un développement durable. En analysant la question spécifique des inégalités de revenus, sur un panel de 36 pays d'Afrique subsaharienne, AS, Martin Ambassa-Messi, Bernard Cléry-Nomo-Beyala et Suzanne Clarisse Edwige-Yoba considèrent comme fondamentale la corruption qui a tendance à s'imposer comme le facteur détériorant la qualité des institutions. En s'inspirant du modèle de Lee et al. 2000 et de Chong et Calderon 2000, les auteurs ont recours à la technique des doubles moindres carrés. Les résultats obtenus suggèrent que l'effet de la corruption sur les inégalités de revenus en AS dépend du niveau de corruption. Ces niveaux de corruption sont de 0,521, 0,497 et 2,141, respectivement pour la corruption prise dans sa globalité, la corruption publique et la corruption législative. En définitive, les chapitres présentés dans cet ouvrage gardent la même ligne directrice, à savoir celle de rendre compte le plus fidèlement de l'état actuel des politiques de développement en Afrique. Ces politiques tant sectorielles que nationales nécessitent à bien d'égards une redéfinition, surtout en situation de crise multiforme que connaissent les pays africains. Première partie, transformation économique, santé, éducation et emploi. Politique publique et transformation industrielle dans un contexte d'émergence, une analyse du cas de l'Afrique subsaharienne. Public Policies and Industrial Transformation in an Emerging Context, en Analysis of the Case of Sub-Saharan Africa. Désiré AVOM. Faculté des sciences économiques et de gestion. Université de Yaoundé de Soa, Cameroun. davom99@gmail.com. Bruno Emmanuel ONG ONKOA. Faculté des sciences économiques et de gestion. Université de Tchang, Cameroun. ongoema@yahoo.fr. Résumé. Cet article évalue la contribution des politiques publiques à la transformation industrielle mesurée par la valeur ajoutée manufacturière en Afrique subsaharienne entre 1970 et 2016. La méthode des doubles moindres carrés, DMC, est employée pour estimer un modèle qui intègre comme politique publique les politiques d'éducation, d'infrastructure et d'investissement gouvernemental. Nos résultats montrent que les politiques publiques identifiées ont globalement eu un impact positif et significatif sur l'industrialisation de l'ASS. Nous suggérons l'accélération des investissements dans les infrastructures et le renforcement de la professionnalisation des parcours scolaires et académiques,
en cohérence avec la stratégie et les besoins de la transformation structurelle. Mots-clés: Afrique subsaharienne, DMC, émergence, industrialisation, politique publique. Abstract. This paper assesses the contribution of public policies to industrial transformation as measured by manufacturing value added in sub-Saharan Africa between 1970 and 2016. The double least square (TLS) method is used to estimate a model that incorporate education, infrastructure and government investment policies as public policies. Our results show that the identified public policies have overall had a positive and significant impact on SSA industrialization. We suggest accelerating investment in infrastructure and strengthening the professionalization of school and academic pathways, consistent with the strategy and needs of structural transformation. Keywords: émergence, industrialization, public policies, Sub-Saharan Africa, TLS. Introduction. L'édition 2017 des Perspectives économiques en Afrique a analysé le thème spécial de l'entrepreneuriat et industrialisation. 4 grandes motivations ont principalement milité au choix de ce thème. En premier lieu, l'industrialisation est le socle d'une croissance forte et inclusive et d'un développement durable. En deuxième lieu, la transformation industrielle de l'Afrique contribue à la diversification économique et la réduction de sa vulnérabilité face aux chocs exogènes et endogènes. En troisième lieu, l'industrialisation de l'Afrique contribue à l'intégration à l'économie mondiale par des biens de plus en plus compétitifs et de haute technologie. En quatrième lieu, l'industrialisation de l'Afrique fait partie des 5 grandes priorités de la Banque africaine de développement. Elle constitue le 9e objectif de développement durable, adopté par les Nations Unies. Par ailleurs, l'Union africaine considère l'industrialisation de l'Afrique comme une priorité l'émergence de l'Afrique. BAFDO-CDE-PNUD, 2017. Pour Macmillan, Page, Booth, Esperluette-Veld, 2017, les politiques industrielles ont pour but la promotion active du changement structurel et d'activités économiques nouvelles à fort potentiel dans tous les secteurs. L'industrialisation d'un pays peut corriger les inefficacités du marché, en orientant les activités économiques vers la réalisation des objectifs stratégiques fixés. Lin et Monga, 2013, soutiennent que la réussite des politiques industrielles dépend du stade de développement du pays et de l'évolution des mutations de l'économie mondiale. L'intérêt de l'industrialisation de l'Afrique subsaharienne n'est pas nouveau. Il a toujours été une priorité de développement économique. La problématique date de la période des indépendances au cours de laquelle une politique industrielle volontariste et très optimiste a été définie. Elle a accru de façon considérable la part du secteur industriel dans le produit intérieur brut, PIB, de l'Afrique subsaharienne. En 1980, la part de l'industrie dans le PIB était de 37,96% contre 31,38% en 1965, WDI 2017. Cette progression a bénéficié d'une vision commune définie dans les accords de création de l'Organisation de l'Unité africaine en 1963, portés par des leaders tels Kwame Nkrumah. Afin de pérenniser les acquis, le plan d'action de Lagos en 1982 fonde la nouvelle politique industrielle du continent. Mais celle-ci n'a pas résisté au choc de la crise économique des années 1980, Zamfir 2016, page 2012. De façon croissante, la contribution du secteur industriel dans le PIB a diminué partant de 32,74% en 1984 à 29,26% en 2002, pour se stabiliser à 24,5% en 2015. Cette situation traduit le processus de désindustrialisation de l'Afrique subsaharienne, suscitant une littérature abondante pour en comprendre les causes et suggérer les stratégies nouvelles. Rodrick, 2015, Macmillan, Rodrick, Esperluette-Verduzco-Gallo, 2014, Devarajan, 2013, Lin, 2012, page 2012, Collier, 2008, Ellis, 2002, Collier et Gunning, 1999, Corden et Niri, 1982. Cependant, malgré les rapports effectués sur l'échec du processus industriel en Afrique subsaharienne, des pesanteurs subsistent encore freinant les politiques adoptées. Si les actions multiformes n'ont pas durablement résolu le problème, c'est sans doute parce qu'elles ont mal apprécié le problème,
et ce qui a conduit indubitablement à une mauvaise implémentation des décisions arrêtées. Les politiques publiques, très diversifiées et moins cohérentes, ont affaibli les décisions adoptées par les instances internationales. Comme le confirme le FMI 2016, l'établissement des politiques publiques sectorielles contribuerait davantage à accélérer le processus d'industrialisation de l'Afrique subsaharienne. Imi Humphrey, Esperluet Melibaeva, 2015, ADA 2015 et Anouchek et Ousmane, 2012, montrent principalement que 3 grandes politiques seront efficaces à la relance de l'industrie quel que soit le niveau de développement du pays. Premièrement, une politique axée sur le développement du capital humain. Le capital humain en effet, comme le souligne Fleischer, Lee, Esperluet Jao, 2010, est positivement et significativement corrélé à la croissance de long terme. Il contribue efficacement à la transformation des ressources. Deuxièmement, il est judicieux d'avoir une politique énergétique soutenue par des infrastructures. Pour ADA 2015, en effet, la consommation d'électricité accroît significativement l'utilisation du capital physique et augmente la production. Troisièmement enfin, une politique de mobilisation des ressources financières est nécessaire afin de contribuer à l'accumulation du capital physique. Sur ce point, Eisenman, Pinto et Esperluet Radziwill, 2007, montrent qu'un système financier développé contribue à réduire le gap financier entre l'épargne et l'investissement et accroît la productivité du secteur privé. Ces 3 politiques sont pertinentes dans le cas des pays de l'Afrique subsaharienne. Dotés d'un riche potentiel humain constitué d'une forte population jeune, des ressources naturelles halloétiques, solaires et éoliennes et d'un système financier qui se diversifie rapidement avec l'entrée des nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'ASS devrait connaître une transformation industrielle forte. L'enjeu de l'émergence des pays d'Afrique subsaharienne se joue sur une industrialisation forte, durable et diversifiée. Ce chapitre vise un double objectif. Il évalue premièrement les résultats des politiques industrielles appliquées depuis au moins 5 décennies en Afrique subsaharienne. Il analyse deuxièmement la contribution des politiques de développement humain, énergétique et de mobilisation des ressources à la transformation industrielle de l'Afrique subsaharienne. À la suite de cette introduction, le reste de l'article se structure comme suit. La deuxième section fait un bilan des politiques d'industrialisation de l'ASS, en ressortant les écarts de trajectoire entre les pays de l'Afrique subsaharienne et d'autres pays en développement. La troisième section fait une brève revue de la littérature sur la relation entre les politiques publiques et le développement industriel. La quatrième section montre à partir d'une modélisation de quelle manière quelques politiques publiques peuvent influencer le processus de transformation industrielle de l'Afrique subsaharienne. La cinquième section conclut et formule quelques recommandations de politique économique. 1. Le processus d'industrialisation de l'ASS depuis 50 ans. Que nous enseignent les faits ? L'objet ici n'est pas de faire un bilan exhaustif du processus d'industrialisation de l'Afrique au sud du Sahara. Notre ambition se limite à la présentation de quelques faits qui mettent l'accent sur l'évolution, les facteurs explicatifs de sa baisse et quelques réformes engagées par les États pour donner une nouvelle orientation à la transformation structurelle de l'Afrique. Le constat d'une désindustrialisation de l'Afrique subsaharienne. Les décennies 1960 et 1970 ont été marquées par la création d'usines transformatrices des matières premières, impulsées par une volonté d'atteindre des taux importants de la valeur ajoutée manufacturière, VAM, dans le produit intérieur brut, PIB. La VAM se situe alors à 21,4% du PIB. Suite à la crise économique des années 1980 qui a touché les pays de l'ASS, et malgré les politiques d'ajustement structurel, l'ASS a entamé une phase de désindustrialisation. De 1995 à 2015, la VAM est passée de 12,02% du PIB à 10,69% du PIB. Graphique 1. Graphique 1. Évolution de la valeur ajoutée manufacturière en pourcentage du PIB. Source, les auteurs à partir de World Bank Indicators 2017. Cette situation n'est pas unique en AS. Elle est observée aussi bien en Europe qu'en Asie de l'Est et au Pacifique. Le recul de la VAM témoigne aussi la structure très concentrée de ses exportations.
Pour Page, 2012, plus de 50% des entreprises du secteur manufacturier en Asie sont des entreprises de petite taille, informelles et qui produisent des marchandises sur la base de ressources naturelles. Il identifie alors plusieurs causes pour expliquer les résultats médiocres de la croissance de la VAM en Afrique subsaharienne. Entre autres facteurs, le climat des affaires, la mauvaise qualité du capital humain, le niveau de revenus des populations, le manque d'infrastructures énergétiques et de transport, les dysfonctionnements du marché de crédit et les mauvaises politiques commerciales reviennent le plus souvent dans les analyses, Arbach et Page 2009. Le processus de désindustrialisation s'est aussi observé à travers la contribution du secteur industriel dans le PIB qui est passé de 35,44% en 1980 à 24,18%, graphique 2. Sur la même période, le secteur des services a largement progressé avec une forte présence des activités commerciales informelles. Graphique 1. Évolution de la contribution sectorielle au PIB entre 1981 et 2016. Source, les auteurs à partir de World Bank Indicators 2017. L'évolution de la VAM en Asie est totalement opposée à celle des pays émergents, qui dans les années 1960, étaient au même stade de développement. Les exemples qui reviennent le plus souvent sont ceux du Brésil, de la Malaisie et de la Corée du Sud. Au Brésil, la planification indicative du secteur public a contribué à la création de nouveaux secteurs industriels dans les décennies 1950 à 1980. La part du secteur manufacturier dans le PIB s'est fixée à 27,2%. Malgré la crise de la dette des années 1980, l'industrie brésilienne a poursuivi sa diversification. Les secteurs pharmaceutiques, agroalimentaires et automobiles ont connu des taux élevés d'expansion. En Malaisie et en Corée du Sud, les expériences ont convergé vers des politiques industrielles diversifiées marquées par la prise en compte des avantages comparatifs. La part du secteur manufacturier dans le PIB est 31% en moyenne, avec un poids total de produits manufacturiers dans les exportations de 43%, CEA 2016. Les principaux facteurs explicatifs de la désindustrialisation de l'ASS. Les facteurs explicatifs de la désindustrialisation de l'ASS sont multiples. Il nous semble que l'inadéquation entre les emplois industriels et les offres de formation, le déficit énergétique et infrastructurel et le manque de financement jouent un rôle important. L'inadéquation entre les emplois industriels et les offres de formation. L'Afrique subsaharienne souffre d'un manque de main-d'œuvre technique et qualifiée, capable de répondre à la transformation de nos matières premières. En 2017, le secteur industriel en Asie emploie seulement 11,01% des travailleurs, dont l'âge moyen est de 40 ans selon l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, ONUDI 2016. Graphique 2. Emploi dans les différents secteurs en Afrique subsaharienne en pourcentage du PIB. Source, les auteurs à partir de World Bank Indicators 2017. La jeunesse âgée de 15 à 34 ans représente uniquement moins de 25% des travailleurs dans le secteur industriel. Plusieurs obstacles l'empêchent de participer aux activités productives, notamment des systèmes d'enseignement et de formation inadéquates qui ne fournissent pas les connaissances et les compétences exigées sur le marché du travail. C'est à ce niveau que l'orientation scolaire prend toute son essence. L'employabilité des jeunes diplômés de l'enseignement supérieur est faible. Pour cause, les filières choisies par ceux-ci ne concourent pas directement à la production de biens. L'enseignement général est plus sollicité que l'enseignement professionnel. En effet, il forme pour la préparation au concours administratif et non au métier de l'ingénierie. Seulement 4% des étudiants s'inscrivent dans les filières de l'ingénierie, l'industrie et la construction en Asie contre 20% en Asie, 10% en Afrique du Nord et 11% dans la zone OCDE, BAFD-OCDE PNUD 2012. Le secteur agricole qui constitue pour beaucoup de pays l'une des sources des matières premières pour l'industrie, attire 1% des étudiants en Afrique du Nord et 2% dans la zone OCDE, car il s'agit d'une agriculture mécanisée de troisième génération. Tableau 1. Répartition des étudiants par filière dans quelques régions. Source, les auteurs à partir de BAFD-OCDE PNUD, 2012. Les résultats du système éducatif africain doivent être quelque peu nuancés.
En Afrique, l'emploi industriel demeure faible du fait de l'exode de sa compétence vers des pays développés dotés de conditions de vie et travail meilleures. À titre d'illustration, 25,8% des étudiants à l'étranger, c'est-à-dire hors de leur pays, étaient des Africains. L'Amérique du Nord, particulièrement le Canada et l'Europe de l'Ouest, concentrent plus de 80% des étudiants à l'étranger. L'ingénierie, la médecine, l'enseignement sont les domaines les plus sollicités, Bocquier 2003. Un déficit infrastructurel important. Malgré des avancées remarquables, l'Afrique subsaharienne souffre encore d'un déficit infrastructurel tant en termes quantitatifs que qualitatifs. Les infrastructures sont observées dans 4 principaux secteurs: les télécommunications, l'énergie, les transports, l'eau et l'assainissement. L'énergie et les transports nous paraissent particulièrement importants pour le développement industriel de l'ASS. Depuis 2010, la production d'électricité en AS s'élève à environ 0,04 MW/MW pour 1000 personnes. Ce niveau représente moins d'un tiers de la capacité de l'Asie du Sud, 0,15 MW, moins d'un dixième de la région Amérique latine et Caraïbes et moins de 21 fois de la région Asie de l'Est et Pacifique, 0,84 MW par personne, Banque mondiale 2015. Dans cet ordre d'idées, seuls 30% de la population ont accès à l'électricité. L'ASS a besoin d'une production d'électricité de 0,92 MW pour 1000 personnes, pour accroître sa production industrielle de 2,5% par an. Castellano, Kendall, Nikomarov, Esperluet-Swemer, 2015, estime que la demande d'électricité en AS devra atteindre 1570 TWh 2040 si elle augmente de 4% par an. En ce qui concerne le transport, la Banque mondiale, 2015, estime que la densité du réseau routier normalisé, mesurée par le nombre de kilomètres de routes rapportés à la superficie du pays, a régressé au cours des 20 dernières années, passant de 0,11 km par M2 à 0,09 km par M2 en 2011. En 2016, cette densité est estimée à 0,08 km par M2. L'ASS est la seule région dans le monde où le réseau routier a baissé au cours des 20 dernières années. En Afrique en général, cette densité est passée de 0,31 km par M2 en 1990 à 0,48 km par M2 en 2011. Dans la zone du Moyen-Orient et Afrique du Nord, MENA, elle est passée de 0,11 km par M2 à 0,14. Outre la baisse de la quantité des routes, la qualité du réseau routier, mesurée par la proportion des routes revêtues par rapport au nombre total de routes, a baissé, passant de 17% en 1990 à 16% en 2010. En comparaison aux autres régions en développement, principalement en Asie de l'Est et au Pacifique où la qualité du réseau routier se situe à 71% en 2010, l'Afrique subsaharienne est fortement à la traîne. Cette situation augmente les coûts de production dans l'industrie. Les financements encore faibles. Le financement du processus de l'industrialisation repose pour la plupart sur 2 principales sources de financement, les sources internes et les sources externes. L'épargne domestique, les recettes fiscales, la capitalisation du marché des capitaux, la réduction des fuites illicites de capitaux et la croissance économique sont considérées comme les principales sources de financement interne. Ces indicateurs ont certes connu des évolutions ces dernières années, mais restent encore faibles. À titre d'illustration, l'épargne intérieure en pourcentage du PIB est d'environ 22% sur la période 2005 à 2010, contre 46% en Asie de l'Est et du Pacifique et de 30% dans les pays à revenus intermédiaires, CEA 2015. Les recettes publiques en pourcentage du PIB sont de 20%. Elles sont considérées comme élevées en comparaison aux autres régions en développement, mais elles restent en deçà de son potentiel qui se situe à 529 milliards de dollars par an. Entre 2000 et 2008, le flux annuel moyen de transferts financiers illicites était de 50 milliards. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.